Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Gérald Rambaud, je suis votre conseiller OPP pour la présentation de ce webinaire. On est accompagné de Tony, avec qui vous pouvez converser via le chat, et nos deux co-animateurs aujourd'hui, David et Alain, qui vont à leur tour se présenter. C'est à vous de jouer, les gars. Alors, bonjour à tous. Ah, Alain, tu commences? Oui, je vais commencer, David. Bien, bonjour à tous. Donc, Alain Réfal, je suis ingénieur conseil à la CARSAT Hauts-de-France. Donc, la CARSAT Hauts-de-France, 5 départements, le Nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne, la Somme et l'Oise. Donc, j'ai en charge la responsabilité la transversalité BTP sur ces 5 départements. Et donc, j'appartiens à la direction des risques professionnels. Donc, votre employeur cotise au sein de notre organisme dans la branche risque accident de travail maladie professionnelle. Donc il cotise à la fois pour qu'on fasse de la prévention vers vous, vers les entreprises et sur les chantiers, et également il cotise lorsqu'il y a malheureusement une problématique d'accident grave ou mortel. On a des outils donc, de réparation et d'incitation financière pour aider les entreprises. Voilà, donc je suis à vos côtés, aux côtés de mes collègues de l'OPP, BTP et du service de santé au travail pour vous présenter ce webinaire. Alors, à mon tour, donc bonjour à tous, David Milrod du service de santé au travail BTP Franche-Comté. Moi, je suis intervenant en prévention, donc on va dire en partie conseil des entreprises en matière de prévention. Donc nous, une rapide présentation des services de santé au travail qui assurent bien sûr le suivi médical des salariés, soit par le médecin du travail et ou l'infirmière en santé au travail. Et donc nous, intervenants en prévention, on est à la demande à la fois des entreprises ou du médecin du travail pour conseiller en matière de prévention et tout particulièrement sur la sphère plutôt santé au travail. Ok, merci messieurs. Donc ce webinaire aujourd'hui qui va porter sur le thème donc, de l'accueil santé-sécurité au travail. Je vous apporte quelques précisions techniques avant de démarrer. Donc vous avez pu le voir, vous avez un fil de discussion qui vous est accessible. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore ouvert, sur la fenêtre du navigateur, vous avez un petit logo qui ressemble à des bulles de discussion, des bulles de messages. Vous cliquez dessus, en fait, ça va vous permettre d'ouvrir le chat. Et donc, vous allez pouvoir communiquer directement avec mon homologue Tony. Donc, il vous répondra et il a en charge aussi de nous transférer vos messages parce que nous, vos messages, nous ne les voyons pas. Et donc, Tony nous envoie vos messages. Et puis, ce chat, vous allez l'utiliser également pour répondre à un certain nombre de questions. Vous allez voir que le webinaire, il est ponctué par des petits quiz. Et donc, on va vous poser des questions. Et donc, votre moyen pour répondre à ces questions, ce sera le chat. Une précision par rapport à ces questions. On a un léger décalage dans la transmission de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à répondre très rapidement aux questions. N'attendez pas qu'on ait fini de les lire. Dès que vous les voyez à l'écran, vous pouvez y répondre aussitôt dans le fil de discussion sans aucun problème. Une autre précision, vous allez voir dans ce webinaire des photos, des vidéos de personnes. Ne soyez pas surpris de les voir non masquées ou qui ne respectent pas les fameux gestes barrières. En fait, ce sont des vidéos et des photos qui ont été prises avant la crise Covid. Donc ne soyez pas surpris de les voir sans masque. Et également, je précise que pour vos animateurs aujourd'hui, vous nous voyez ici sans masque. C'est parce qu'on se trouve dans des salles différentes et que nous sommes isolés et seuls dans nos salles d'animation. Une autre info, et après ça on va démarrer, on va vous demander tout au long de ce webinaire d'être vigilant à des mots-clés qui vont apparaître. Ce seront des mots-clés qui apparaîtront en travers des diapos et qui seront de couleur jaune et encadrés. Notez bien ces mots-clés, ils vous seront demandés tout à la fin du webinaire. On va vous faire passer un lien pour répondre à un questionnaire de satisfaction. Dans ce questionnaire de satisfaction, on vous demandera de renseigner ces mots-clés. C'est simplement pour pouvoir attester de votre présence tout au long du webinaire et pouvoir ensuite éditer votre feuille de présence et l'envoyer à vos entreprises afin de formaliser le fait que vous ayez participé au webinaire. Donc si tout le monde est OK, on va démarrer par une petite vidéo qui introduit la semaine de la prévention et qui va un petit peu dans le contexte de cette semaine de la prévention.
La prévention, c'est toute l'année sur vos chantiers pour travailler en sécurité. Mais la semaine de la prévention, vous connaissez? Eh bien, c'est faire le point, échanger et partager les bonnes pratiques de prévention contre les risques professionnels du bâtiment. 5 jours pour répondre aux questions prévention que l'on se pose toute l'année quand on veut améliorer la prévention dans son entreprise. Et oui, parce qu'on ne joue pas sa sécurité sur un chantier. C'est risqué. Ça vous dit? Alors connectez-vous. Retrouvez les préventeurs en ligne avec un dispositif de webinaire ludique et interactif adapté à chacun. Si vous êtes chef d'entreprise, encadrant ou salarié, une semaine pour découvrir des solutions prévention concrètes pour un chantier 100% gagnant. La semaine de la prévention est organisée par la Fédération française du bâtiment, accompagnée par l'OPP-BTP, les CIST BTP et la CNAM. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, en fait, cette semaine de la prévention, c'est un partenariat initié et organisé par la Fédération française du bâtiment. Chacune de vos fédérations départementales s'est organisée et a invité les entreprises qui y sont adhérentes. Et vous avez donc 3 institutions qui sont partenaires de cet événement, donc les services de santé au travail, la caisse d'assurance maladie et donc l'OPP-BTP, votre organisme de prévention. Je vous ai pas indiqué, voilà, mais en fait, ce sont des webinaires donc nationaux. Hein, vous êtes connectés depuis partout en France. Et si jamais vous avez des questions ou spontanées qui arrivent au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les poser à Tony. Si on n'y répond pas tout de suite, en tout cas, Tony conserve ces questions et nous les envoie en fin de présentation et on prendra le temps d'y répondre. Et si jamais vous avez des questions qui vous viendraient un petit peu plus tard, à la fin de ce webinaire, vous pouvez également contacter directement vos fédérations départementales pour obtenir des réponses. Donc on va commencer, donc je vous en parlais, par un petit quiz avec des questions, et c'est Alain qui va commencer à vous questionner. Donc pour la réponse, n'hésitez pas, vous allez dans le fil de discussion, vous indiquez vos réponses. Les réponses sont anonymes. Il n'y a que Tony en fait qui peut voir l'ensemble des réponses. Donc n'ayez crainte de ça. Répondez comme bon vous semble. Et c'est parti, Alain, tu peux y aller. Bien. Donc ces questions sont bien sûr adossées au thème du webinaire. Rappelez-vous, accueil, santé, sécurité au travail. Donc la première question. Les personnes abordant une nouvelle activité sont plus souvent victimes d'accidents de travail que les autres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc quand on parle de personnes qui abordent une nouvelle activité, ça peut être quelqu'un qui arrive sur un chantier, ça peut être un intérimaire, ça peut être un nouvel embauché, ça peut être un apprenti, ça peut être également quelqu'un au sein d'une entreprise, un salarié depuis longue date dans une entreprise qui va changer de boulot en fait, qui va changer de poste. Ça peut être un maçon qui devient conducteur d'engin, voilà. Donc c'est une nouvelle activité. Donc cette question, c'est de vous demander si les personnes qui débutent dans un nouveau job sont plus souvent victimes d'accidents, ont plus de probabilité d'avoir un accident que les autres. Donc on vous laisse quelques instants pour répondre. Alors, Tony me dit que Tony se pose la question de savoir si vous n'êtes pas endormi devant l'écran. N'hésitez pas à répondre parce que Tony n'a pas beaucoup de retours. Donc allez-y, mettez vos commentaires, vos réponses dans le fil de discussion. Et donc pour l'instant, Alain. Nos amis ont répondu. C'est du bon sens. Il n'y a pas de piège, rassurez-vous. Donc les questions sont posées et font appel à votre bon sens. Voilà, 5 vrais, donc parfait. Donc tout le monde a bien répondu, a priori. Et donc, je vous félicite. C'est tout à fait la bonne réponse. Donc effectivement, en règle générale, ceux qui arrivent sur les chantiers notamment et qui pratiquent une nouvelle activité sont plus sujets à des risques d'accident du travail que les autres, parce que d'une part, l'environnement, ils le connaissent moins bien, et puis il y a toujours une phase de mise en route et d'apprentissage à maîtriser avant de bien exercer son activité. Et c'est là où il faut être très, très vigilant. On va passer à la question 2. Donc, je vous le rappelle, vous pouvez répondre directement dès que vous avez lu la question. N'attendez pas qu'on vous fasse des propositions. À toi, Alain. Alors, la question 2, donc,
vous arrivez donc sur votre nouveau poste. Donc l'entreprise prévoit un temps pour vous accueillir afin de vous remettre vos équipements de protection individuelle ou alors afin de pouvoir aborder votre nouvelle activité en toute sécurité. Donc quelle est la bonne réponse? Là aussi, on est sur du bon sens. Il n'y a pas de piège. Vous imaginez être le chef d'entreprise et j'accueille un nouvel arrivant. Je vous donne un indice. Il y a plusieurs bonnes réponses possibles, parfois dans les questions. Donc voilà, à quoi sert ce temps d'accueil qui est prévu par l'entreprise pour recevoir les nouveaux arrivants? Est-ce que ça sert à vous remettre vos EPI et ou est-ce que c'est pour que vous puissiez aborder en sécurité votre nouvel emploi, votre nouveau travail lorsque vous êtes nouveaux arrivants? Alors, a priori, les gens n'ont pas encore répondu. Bon, apparemment, on a une partie des participants qui sont actifs, d'autres qui sont plus en retrait. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de prendre le clavier, de poster vos réponses. On fera pas gaffe à l'orthographe, à la syntaxe, tout ça, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Simplement, vous pouvez également répondre par un ou deux, si vous n'avez pas envie d'écrire. Je pense en général qu'on peut leur dire qu'il n'y a pas de notation à la fin, rassurez-vous, vous n'êtes pas tracé, on ne sait pas qui répond, qui a bien répondu, qui a mal répondu. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a pas de, c'est pas un passage d'examen, donc rassurez-vous, vous pouvez répondre en toute sérénité. C'est clair. Et on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper, on est plus dans un jeu qu'autre chose, vraiment, il n'y a pas de... Voilà, on est sur du ludique. Exactement. Donc vous avez répondu, ça y est. Alors, 50-50 pour le 1 ou 2. J'ai du 1 plus 2 aussi, ouais. Ben voilà. Très bien, donc les deux réponses sont bonnes. Effectivement, pour ceux qui ont répondu 1 et 2, c'était les deux bonnes réponses. Donc, vous pouviez prendre les deux réponses. Merci. On pourrait même en rajouter d'autres. On verra par la suite, celle-là. Ouais. Que l'accueil sert à plein d'autres choses. Bien sûr. Alors, la question numéro 3. Au cours de l'accueil, vous aurez premièrement, faire connaissance avec vos nouveaux collègues de travail. Deuxièmement, identifier les risques inhérents à votre nouvelle activité et prendre connaissance des règles de sécurité mises en place par l'entreprise. Ou troisièmement, découvrir les locaux. À vous de répondre. Donc là, il faut aller chercher la réponse qui vous paraît la plus appropriée. Et vous demandez ce qu'on réalise pendant ce que l'entreprise est censée faire à un nouvel arrivant le premier jour de boulot, pendant la première heure, on va dire, le moment de l'accueil. Voilà. Est-ce qu'on fait connaissance avec les nouveaux collègues? Est-ce qu'on identifie les risques inhérents à la nouvelle activité? On prend connaissance des règles de sécurité? Ou est-ce qu'on découvre les locaux? Voilà. Qu'est-ce qui vous semble le plus important dans ces trois propositions pendant ce moment qu'est l'accueil santé, sécurité? N'hésitez pas à répondre 1, 2 ou 3, c'est rapide. Il faudra peut-être même, en 4 bis, connaître la machine à café, aussi. Oui. Oui. On aurait pu en rajouter, effectivement. Des propositions peuvent être suggérées. Alors voilà, on a les résultats, 50-50 entre 1 plus 2 plus 3 et 2. Alors les personnes qui ont répondu 2 ont bien répondu. Et les personnes qui ont répondu 1 plus 2 plus 3 sont allées au-delà de ce qu'ils souhaitent faire. Mais la réponse importante, c'est la deuxième. C'est bien sûr d'identifier les risques auxquels vous allez être exposés dans le cadre de votre accueil. Ça, c'est le plus important. Mais rien ne vous empêche effectivement de faire connaissance avec vos collègues et de découvrir les locaux de l'entreprise. Bien sûr. Merci. Donc là, on va poursuivre en fait avec ce qu'on pourrait apparenter à une correction avec quelques éléments de réponse qui vont appuyer les affirmations que vous avez pu avoir dans le questionnaire. Je te laisse la main, Alain. Oui, merci. Donc, afin de pouvoir exercer votre activité et exécuter les tâches en sécurité, vous devez connaître, bien sûr, votre environnement de travail et l'entreprise organise votre accueil sur le chantier et à votre poste de travail. Donc, ces deux
Ces deux thèmes-là sont importants parce que c'est, je dirais, la source d'un bon accueil. Et il faut vraiment que lorsque on accueille les gens sur le chantier, à leur poste de travail, on prenne le temps nécessaire pour que vous puissiez derrière exécuter votre activité en toute sécurité et que vous preniez bien conscience des exigences de votre poste de travail. Ça marche, merci Alain. Je vous rappelle, hein, soyez vigilants aux mots-clés qui vont apparaître en jaune et en encadré dans le diaporama. Il faut les noter, c'est important pour la fin. Alors, cette phrase paraît anodine, hein, l'accueil santé-sécurité est un parcours d'intégration simple et nécessaire. Bien sûr que c'est simple, mais c'est absolument nécessaire. Parce que lorsque vous êtes accueilli par votre entreprise, le chef d'entreprise a un certain nombre d'obligations hein, au regard de la législation. Et donc, dans le cadre de cet accueil santé-sécurité, il doit vous donner tous les éléments de compréhension et d'analyse pour que vous puissiez derrière exécuter votre mission et vos tâches dans la sécurité requise et bien évidemment avec les équipements qui doivent également fournis. Donc il y a un mot, alors vous avez vu, il y a un petit mot culture prévention. Donc la culture prévention, bah, ça passe déjà par ça, quoi. Si cet accueil santé-sécurité est gommé et que l'entreprise ne le réalise pas, il y a déjà quelque chose qui dysfonctionne en entrant dans l'entreprise. Donc ça, il faut que vous l'ayez à l'esprit, c'est très important, et il faut en parler dès le départ avec votre entreprise et avec votre encadrement pour que vous soyez dans les meilleures conditions possibles pour démarrer votre activité. Alors, tous les acteurs doivent rester impliqués dans la lutte contre la propagation du coronavirus et continuer à appliquer les gestes barrières, bien sûr. Là, je vais peut-être laisser mon collègue David prendre la main. Alors, je vous rappelle quand même que si vous ne connaissez pas bien ces gestes barrières, nos collègues de l'OPP BTP ont rédigé un petit guide hein, qui va d'ailleurs être amendé suite aux dernières mesures gouvernementales que le Premier ministre et le Président ont donné à la télévision cette semaine. Donc c'est un guide qui regroupe toutes les bonnes pratiques que vous devez connaître lorsque vous êtes sur votre chantier en matière de lutte contre le coronavirus et notamment comment vous devez vous comporter sur le chantier, quels sont les gestes barrières et quels sont les bons équipements utilisés dans le cadre de votre activité pendant cette pandémie. En fait, ce guide, c'est une déclinaison du fameux protocole national hein, qu'on a pu voir et qui est disponible sur les sites internet du gouvernement, travail-emploi.gouv, etc. C'est une déclinaison pour le BTP. En fait, toutes les règles à respecter ont été reprises et adaptées aux activités de BTP. Donc voilà, pour nous, entreprise du BTP, c'est ce guide qu'il faut appliquer. Et on trouvera toutes les informations d'organisation et de solutions techniques en parallèle et en annexe de ce guide-là. Voilà. David, je te laisse la parole pour le. Oui, exactement. Après, on va développer tout à l'heure la partie hygiène, mais c'est vrai que l'actualité nous fait dire qu'on n'a pas la place au relâchement. Et c'est vrai que chacun est acteur, j'allais dire, comme on est sur un accueil santé-sécurité, mais chacun est acteur de sa santé et sa sécurité. Puis avec ce Covid, on a bien vu qu'il fallait plutôt en plus agir collectivement. Donc le collectif dans les chantiers, on connaît bien, donc on est sur ce même principe, on agit pour soi, mais aussi pour les autres, sur les collègues, et puis bien sûr le cercle familial. Donc on va voir que il y a plein de choses qui sont dans les protocoles ou dans les guides qui sont du bon sens. On a des petits panneaux qui peuvent, sur les chantiers un peu plus importants, rappeler ces consignes-là. On le voit sur les photos. On voit l'organisation de la circulation aussi. On voit une base vie, donc on verra un petit peu aussi les règles de prise de repas, des moments de vigilance, parce que c'est là où on va peut-être relâcher l'attention, enlever le masque. Donc il y a vraiment tout au long du déroulement du chantier à être vigilant à ces gestes barrières et vraiment agir, j'allais dire, collectivement
pour du coup enrayer ce fameux virus qui nous pose problème. Et voilà. Et sur la partie hygiène, je reviendrai tout à l'heure un peu plus précisément sur les mesures et notamment ce lavage des mains. Voilà. Alors, je voulais simplement ajouter que soyez prudents. Alors, vous êtes sur un chantier, bien évidemment, vous êtes à l'air libre, vous êtes en dehors des bureaux, donc vous pouvez penser que, n'étant pas dans des bureaux, vous n'êtes pas exposé au virus. C'est une erreur de penser ça, parce que même si vous êtes à l'air libre, le masque, par exemple, il faut le porter le plus constamment possible. Dès que vous êtes dans des situations où vous pouvez vous transmettre le virus. Il y a des situations de travail où c'est important d'avoir le bon réflexe, même si vous n'êtes pas dans des bureaux, quoi. On va passer maintenant aux mesures de prévention et aux moyens de protection qu'on peut vous présenter pendant justement cet accueil. Donc on vous l'a déjà dit, mais là du coup n'hésitez pas à vous exprimer dans le fil de discussion, d'échanger avec Tony sur ce que vous avez pu vivre en termes d'accueil dans les entreprises, alors dans l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, dans les entreprises précédentes. Échanger également, parce que ça se peut que vous soyez également la personne qui accueille dans l'entreprise. Peut-être que c'est vous qui êtes en charge de réaliser l'accueil des nouveaux arrivants. Si vous êtes chef de chantier, chef d'équipe, conducteur de travaux, voilà, vous allez peut-être avoir parfois à accueillir les nouveaux. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences, ça enrichira un petit peu le débat. En attendant, on va vous présenter ce petit tableau, en fait. Donc ce sont des chiffres qui nous viennent de la caisse d'assurance maladie. Ce sont des chiffres, ce sont des statistiques qui sont collectées tous les ans et consolidées tous les ans. Et en fait, ce tableau, vous voyez, on a dans les colonnes des classes d'âge, donc des moins âgés aux plus âgés. Et puis, on a des lignes qui représentent l'ancienneté. Avec moins d'un an d'ancienneté, plus ou égal à un an d'ancienneté, et toute ancienneté confondue. On voit dans ces chiffres que, par exemple, si je prends la colonne des 16-29 ans, donc des plus jeunes, ils ont un indice de fréquence, d'accident, qui est presque à 100. Et si je compare, donc c'est pour ceux qui auraient moins d'un an d'ancienneté, donc si je compare avec toute ancienneté confondue, on a un chiffre d'environ 60, ce qui donne un rapport du simple double. Donc on s'aperçoit bien que, mis à part l'âge, l'ancienneté, en tout cas au poste de travail, a une incidence directe sur la survenue d'accidents. Et plus particulièrement encore pour les jeunes. Les jeunes en âge, je parle, mais voilà, on voit que l'ancienneté impacte directement la probabilité qu'un accident arrive. Alain, est-ce que tu peux baisser un petit peu Tu peux baisser un petit peu tes haut-parleurs parce que j'ai de la réverbération en fait, comment on fait ça tu baisses ton volume principal d'ordinateur, je pense. Un petit peu, juste un peu. Comment je fais? Ah, c'est là. En fait, on a le retour de son de ton haut-parleur dans ton micro. Ou alors coupe ton micro. Quand tu ne sais pas toi qui parle, tu peux couper ton micro, ce sera parfait. Parce que ça nous renvoie du son. J'ai une difficulté, c'est que je ne sais pas accéder à la commande. Bon. Pourquoi ça ne veut pas marcher? Et... Je vais essayer de poursuivre quand même en attendant que tu règles ça. Voilà. Voilà. Là, ça doit être mieux, là? Je ne sais pas, il faut que je... Ouais, ça a l'air d'aller. Donc, c'est un moment important, l'accueil en entreprise. C'est un moment clé pour chaque salarié qui arrive, l'accueilli, donc ça peut lui permettre d'aborder sa nouvelle situation de travail en toute sécurité, parce que c'est à ce moment-là qu'on va lui expliquer comment on fait le boulot sans se mettre en danger. Et puis c'est un moment aussi qui va au-delà de la sécurité et de la prévention, parce que c'est un moment où, si c'est bien fait, si la personne qui m'accueille
elle le fait de façon plutôt chaleureuse, elle me présente les collègues, et tout en me présentant les éléments de sécurité de l'entreprise, ça va me permettre de m'intégrer plus facilement. Alors, rappelez-vous toutes, hein, quand vous êtes arrivés, alors je ne sais pas si ça fait plus ou moins longtemps, mais quand on arrive dans une nouvelle entreprise, on est toujours un peu mal à l'aise, un peu fébrile, on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas la structure, on ne connaît pas le matériel, on ne connaît pas la philosophie, l'état d'esprit de l'entreprise, comment ça marche, comment c'est dans les équipes, tout ça. Donc on est un peu, voilà, on est un peu mal à l'aise, quoi. Vraiment, c'est ça le mot. Donc en facilitant ça, en mettant les gens à l'aise, en les accueillant correctement, et ben, on va les aider à s'intégrer à l'équipe. On parle souvent dans le BTP de la famille BTP. Dans les équipes, sur les chantiers, c'est pareil. On a quand même un état d'esprit plutôt familial. Hein. On parle de collègues, de copains. Enfin voilà, on est tous dans cet état d'esprit-là dans le bâtiment. Et bien voilà, on va essayer de faciliter l'intégration du nouveau venu, l'intégrer dans la famille. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc l'accueillant. Oui. Je voulais ajouter sur la diapo précédente là, deux petits chiffres pour que nos amis qui nous regardent sachent que bon, il y a 15% des accidents graves, hein, sachez-le quand même, il y a 15% des accidents graves et mortels qui surviennent au cours des 3 premiers mois de l'embauche. Donc vous voyez, quand vous êtes nouvel arrivant, vous êtes forcément très exposé. 15% des accidents qui surviennent au cours des 3 premiers mois de l'embauche. Et il y a également un deuxième chiffre que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a un quart des accidents du travail qui concernent des salariés qui ont moins d'1 an dans l'entreprise. Donc effectivement, ça traduit un peu les chiffres que vous avez dans ce tableau. Et donc plus vous êtes jeune et plus vous êtes nouvel arrivant, plus vous devez être très vigilant et faire attention à votre sécurité, à votre intégrité physique, parce que vous êtes beaucoup plus exposé que les autres. Voilà. Merci Alain. Il y a Dominique de Besançon qui nous disait on a des problèmes de son, il y a des problèmes d'écho, donc je pense que là Alain a fait le nécessaire. N'hésitez pas à nous dire hein, si ça va mieux ou si c'est toujours pareil, voilà, qu'on sache de votre côté si vous arrivez à entendre. Donc dans l'accueil, voilà, c'est un échange. Hein, il y a deux intervenants principaux. Hein, il y a la personne, le nouvel arrivant, l'accueilli, et puis l'accueillant. Je vous disais tout à l'heure, hein, ça se trouve, peut-être que certains d'entre vous sont déjà en charge de ce rôle-là. C'est un moment important. Hein. C'est un moment important. Il faut être préparé en tant qu'accueillant. C'est pas quelque chose qu'on va faire en arrivant la fleur au fusil. Hein. Il faut avoir un petit peu une idée de ce qu'on va dire, des choses importantes. Et donc pour ça, on peut utiliser des supports, on peut utiliser un livret d'accueil, on peut utiliser une fiche d'accueil avec une espèce de. On peut se faire une petite checklist en disant voilà les points que je dois pas oublier, je dois absolument lui en parler à mon nouvel arrivant. C'est ça, ça, ça. Voilà, je me fais ma petite liste. Et puis surtout, j'oublie rien. Mais voilà, c'est quelque chose de très important. Si vous êtes en charge de faire ça, faut vous dire que ça peut paraître anodin en ce moment. On peut se dire, voilà, c'est juste une formalité. Pour autant, si c'est bien fait, et ben, comme vous le disiez Alain, hein, vous voyez, 15% des accidents qui arrivent dans les 3 premiers mois, et ben, le simple fait d'avoir discuté, pris le temps d'accueillir, d'avoir organisé ce moment pour ce nouvel arrivant, le simple fait de faire ça, vous allez peut-être lui éviter d'avoir un accident. Vous allez même certainement lui éviter d'avoir un accident. Donc c'est vraiment important d'organiser ça, parce que ce simple entretien, entre guillemets, va permettre d'éviter des accidents. Et donc ça concerne qui en fait pour les personnes accueillies dans l'entreprise, toutes les personnes qui sont nouvelles arrivantes. Ça c'est clair, toutes les personnes qui arrivent dans l'entreprise doivent recevoir ce fameux accueil sécurité, mais pas que, hein, il y a aussi les collaborateurs, je vous en ai touché 2 mots tout à l'heure, qui changent de poste. Je change de service, je change de chantier, je deviens, voilà, hein, je suis maçon, je deviens conducteur d'engin et vice-versa. Voilà, je dois recevoir également un accueil où on va m'expliquer la façon la plus en sécurité de réaliser la tâche que j'ai à faire. Et puis, on a aussi une particularité, c'est pour les salariés qui reviennent après un arrêt maladie prolongé. Donc, on parle de 3 semaines, hein, 21 jours. Après un arrêt de 21 jours, tous les personnes qui reviennent d'un arrêt doivent recevoir cet accueil sécurité. Alors pourquoi simplement, voilà, hein, je vais prendre l'exemple d'un chantier de gros œuvre, par exemple. Je suis dans une entreprise de gros œuvre, on coule du béton, et puis on a presque fini. Et puis même je pars en vacances. Tiens, c'est pas un arrêt maladie ni quoi que ce soit. Je pars en vacances pendant 3 semaines. Et puis le chantier, il va continuer d'avancer. On va terminer les élévations, on va finir les derniers planchers. Et puis voilà, on va commencer
à faire les finitions. Et puis au fur et à mesure de ça, pendant que moi je suis parti, ça fait déjà une semaine ou 10 jours que je suis en vacances, et ben il y a les autres corps d'État qui vont arriver. Il y a les corps d'État de seconde œuvre qui vont arriver, et du coup, moi, je vais revenir au bout de mes 3 semaines de vacances, et le chantier, il aura quand même changé fondamentalement de tête. Ce sera plus le même chantier, parce que moi, quand je suis parti, il n'y avait que mon équipe, mes collègues de gros œuvres, on était là peut-être une dizaine, avec le grutier, machin. Et puis, quand je reviens, il va y avoir 7, 8, 10 entreprises de plus. Il va y avoir des électriciens, des plombiers, des plaquistes, etc. Et puis, ça fait déjà beaucoup plus de monde dans l'entreprise, beaucoup plus de matériaux qui sont des flux de matériaux qui vont être acheminés sur le chantier jusqu'à pied d'œuvre, beaucoup plus de livraisons avec des engins, de la manutention de matériel, de matériaux, etc. Donc voilà, les risques sur le chantier ne sont plus les mêmes 3 semaines après. Et donc là, c'est pareil, c'est important. C'est important que je reçoive un accueil pour ça, quoi. Il y a un exemple qui me vient en tête. Moi, une fois, je travaillais avec une entreprise de couverture, et ils ont eu un accident, et un accident pour le coup mortel. Ils faisaient une couverture en zinc, donc avec de la volige en dessous. Et en fait, ils ont arrêté le chantier. On était au début août, ils ont arrêté le chantier, ils avaient fini la volige. Et ils ont mis du pare-pluie, en se disant, voilà, on laisse ça pendant 15 jours, on part tous 15 jours en vacances, on laisse ça pendant 15 jours, ça va protéger. Et en fait, au retour de vacances, il y a un salarié qui est arrivé. Lui, il avait quitté le chantier un petit peu plus tôt. Et quand il est remonté sur le toit et qu'il a voulu déposer son pare-pluie pour continuer d'avancer son boulot, il a oublié qu'il y avait une trémie de Velux qui avait été découpée. Et en fait, il a marché sur le pare-pluie, il est passé au travers, et sa tête, elle a tapé le chevêtre de la réservation. Et ensuite, il a fini par terre sur le plancher béton de l'étage d'en dessous. Et en fait, ce monsieur est mort quelques minutes après. Donc vous voyez comme quoi ça valait peut-être le coup à ce moment-là de reprendre un petit quart d'heure, une demi-heure, et de se dire, de refaire le tour du chantier par l'intérieur. On aurait vu la trémie de Velux, là ils sont montés directement sur le toit, ils ont voulu aller vite, reprendre le boulot rapidement, et il y a eu cet événement malheureux qui est arrivé. Donc vous voyez, on aurait pu l'éviter en prenant 20 minutes même. Voilà, on arrivait le matin, en buvant le café, on refaisait le tour du chantier, bon en fait on s'est arrêté où, par contre on recommence, comment ça se passe, les sécurités, les protections collectives sont en place ou pas, voilà, on aurait pu l'éviter. Et donc voilà, ce sont des choses malheureuses qui sont évitables, vraiment. Donc le temps d'accueil, voilà, moi je vous demande de nous partager un petit peu votre vécu, votre expérience, etc. C'est important de le faire. On va commencer à accélérer un petit peu parce que le temps passe. Donc là, il faut participer activement à l'accueil quand vous êtes un nouvel arrivant, être curieux, poser des questions, ne pas hésiter à se renseigner sur les façons de faire de l'entreprise, les EPI, les protections collectives, etc. Et puis profiter de la visite de l'entreprise quand on va vous faire le tour du chantier. Alain, tout à l'heure, vous parlez de l'environnement de travail, l'environnement du poste de travail, c'est très important. Profitez-en pour poser des questions si vous êtes nouvel arrivant. Et puis si jamais c'est vous l'accueillant, donnez des précisions. Dites voilà, nous on va utiliser tel type d'échafaudage, nos protections collectives on les pose comme ça, on n'intervient jamais sans les poser. Voilà, on va donner des précisions et profitez qu'on est en train de faire un tour sur le terrain. Je vous rappelle l'importance des mots-clés qui apparaissent en jaune, n'oubliez pas de les noter, on vous les demandera à la fin. Gérald, oui. Je crois qu'il faut préciser à nos amis que en fait, la culture prévention s'acquiert, si vous voulez, en vous questionnant vous-même. C'est-à-dire que dès que vous êtes sur votre activité, sur votre chantier, il faut vous questionner sur l'environnement. Gérald l'a bien dit tout à l'heure, les risques, si vous voulez, sur un chantier, c'est la particularité du BTP, sont très fugitifs. Fugitifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation que vous allez constater à un instant T, 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure après ne sera plus la même. Donc il faut à chaque fois bien observer, bien analyser, bien vous questionner. C'est comme ça que vous allez acquérir de la culture prévention. Effectivement, ça ne coûte rien de se poser des questions. C'est vrai que dans la routine, on oublie, mais par moment, voilà, c'est bien. Il y a des entreprises qui font ça, c'est un rituel dans certaines entreprises. Bon, c'est surtout dans les grands groupes. Mais voilà, 2 fois par jour, au milieu de la matinée, au milieu de l'après-midi, ils prennent tous 5 minutes, le chef, il donne le signal, tout le monde s'arrête, et ils font un tour sur eux-mêmes. Ils appellent ça le 360. Ils font un tour sur eux-mêmes et ils regardent l'intégralité de l'environnement dans lequel ils sont en train d'évoluer.
ils se posent et voilà, ils essaient d'identifier des anomalies. Tiens, là, il y a ça qui est entreposé là. Pourquoi? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça nous gêne, etc. Et voilà, donc ils prennent, mais c'est très rapide. Hein, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça arrête pas le travail longtemps. Hein. Mais voilà, ils se prennent un moment pour faire le tour de ce qui se passe autour d'eux et se dire voilà, ok, attention, là, il y a ça y était pas ce matin. Je vais être plus vigilant, etc. Moi, je trouve que c'est une bonne pratique. Et puis, je veux dire, à la limite, on n'a même pas besoin que le chef donne le signal. On peut le faire à tout moment de la journée. Hein, c'est pas ça peut être une action complètement volontaire de la part de chacun. David, à toi, au sujet du Covid. Hein. Oui. Alors, même avant le Covid, c'est vrai que le moment de l'accueil, c'est aussi le moment de faire le point sur les mesures en matière d'hygiène qui sont mises en place. Mais c'est vrai que je vais déjà, on va dire, reculer un petit peu avant le Covid. L'hygiène, ça passe déjà par les travaux qu'on réalise. Voilà, je ne sais pas quel métier on a par les participants aujourd'hui, mais le BTP, il y a des travaux qui sont bien sûr salissants, poussiéreux, qui mettent en jeu des produits chimiques. Et qui dit ces tâches-là, dit une hygiène bien sûr à adopter. On pense bien sûr au lavage des mains qui a été remis, j'allais dire, en avant avec le Covid, mais j'allais dire avant le Covid, on était aussi sur ces principes-là. Donc c'est le moment de l'accueil, c'est le moment de présenter les installations mises en place en matière d'hygiène, les points d'eau, bien sûr équipés de savon. Le côté aussi vestiaire, on voit les affiches qui illustrent ce que je suis en train de dire. Voilà, les vestiaires avec, pour moi, une zone propre et une zone sale, vraiment de se dire, il y a les vêtements de ville et on a les vêtements du chantier qui doivent rester sur le chantier pour éviter de ramener de la poussière, éventuellement des produits, des choses qu'on aurait sur les vêtements. Donc ça, c'est vraiment important d'essayer d'avoir vestiaire ou entreprise ou sur chantier, un moyen pour stocker ces vêtements de ville et les dissocier des vêtements de travail. Et on a bien sûr sur le côté lavage de mains après les travaux. Qui dit lavage de mains dit bien sûr savon. Hein. Ça, c'est aussi être vigilant, de se dire celui qui termine le savon, les essuie-mains, de prévenir pour que l'organisation se mette en place par rapport à ça et qu'il y ait toujours les moyens à disposition. Donc l'accueil est vraiment le moment privilégié pour présenter tout ça aux nouveaux qui arrivent sur le chantier. Juste une petite précision, les gars, je suis désolé, mais il va falloir qu'on continue au pas de charge parce que là, on est vraiment en retard. Donc, je passe à la suivante. Oui, tu as raison. Alors, pareil, voilà, qui dit prévention, pour moi, c'est intégré au métier. C'est vrai que l'accueil, il ne faut pas le voir comme je dois refaire un accueil en plus, c'est vraiment je l'intègre. Ça permet de découvrir le poste du travail, le poste de travail et le chantier. Donc, il y a des procédures spécifiques au poste de travail, à l'entreprise. La notion aussi de rangement, c'est vrai que je pense que tous, c'est le nerf de la guerre sur un chantier, c'est le rangement. Mais le rangement, et c'est pas juste pour que ça fasse beau et propre, c'est aussi pour limiter les risques lors des déplacements, des circulations. Et comme les collègues l'ont dit, un chantier, c'est un environnement qui change en permanence. Et si en plus on accumule des choses mal rangées, on va multiplier les risques. Et en plus, si on ne connaît pas trop le chantier, on est nouveau, on ne connaît peut-être encore pas trop le BTP, on va être encore plus à risque de chuter dans les escaliers, de chute de plein pied ou autre. Donc, c'est vraiment s'approprier les informations. Le livret d'accueil, on l'a parlé tout à l'heure, c'est un support qui peut être utilisé. Ça sert à rien, ça sert à rien que ça soit quelque chose de très volumineux, quelque chose de plus visuel. On voit des petites images qui peuvent être utilisées pour que ça soit vraiment très interactif, que ce ne soit pas des grands pavés à lire et que ça soit du pratico-pratique pour vraiment aborder les principaux risques de l'activité pour le nouvel embauché. Et puis voilà, les relais que sont le chef d'entreprise, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, le chef de chantier, le référent en santé ou prévention que vous avez. C'est aussi vos relais pour dire que le nouveau n'est pas lâché dans la nature sur un chantier. Et ça, l'esprit des chantiers n'est pas du tout dans cette approche-là. Le point Covid, donc on voit le sens de circulation. Donc c'est un des points, des points clés, on va dire, des protocoles qui ont été mis en place depuis un an maintenant, et la reprise des chantiers.
Je vous disais, c'est se protéger soi, mais aussi les collègues. Et on respecte ces règles-là. La distanciation, hein, qui est passée de 1 mètre, mais plutôt à 2 mètres, avec Alain qui faisait aussi le point de vigilance. C'est pas qu'on est dehors, qu'on n'ait pas de risque. Si on est à 1 mètre dehors, alors on est quand même très proche du collègue et les petites gouttelettes, les postillons peuvent arriver jusqu'à lui. C'est sûr que si c'est plus ventilé, mais c'est pas sans risque. Donc c'est vraiment, si à un moment donné on ne peut pas respecter cette distanciation, bah, c'est le port du masque, hein, que vous avez appris depuis le temps. Catégorie 1 minimum, masque chirurgical dans la plupart des temps qu'on voit. Ces règles de circulation, voilà, pour éviter de croiser les flux, notamment en milieu intérieur. Voilà, en fonction de l'importance du chantier, on a mis des fléchages, on a mis des sens interdits pour vraiment éviter de se croiser de façon très proche. Et puis, bien sûr, cette base vie qui va permettre vraiment de respecter ce lavage des mains, de préférence au savon. Et le lavage des mains, c'est un peu tout le temps, hein. On dit toutes les 2 heures, bien sûr, avant les repas, avant aussi les pots type cigarette. Vraiment avoir un lavage rigoureux des mains, même si voilà, on porte des gants de travail. C'est vraiment, dès que je retire mes gants, je vais aussi laver des mains. La solution hydroalcoolique, on en a aussi. Pour moi, c'est vraiment à défaut d'eau et savon, c'est vraiment le meilleur moyen. Mais c'est vrai que quand on est coincé, pas forcément d'accès à l'eau sur le chantier, ben, c'est la solution qui permet de se désinfecter les mains. Encore faut-il que les mains soient propres. Ça, c'est le point de vigilance. Un gel hydroalcoolique, ça s'utilise sur des mains visiblement propres. C'est-à-dire que ça ne nettoie pas les mains comme un savon. Donc, c'est ça le point aussi de vigilance à avoir par rapport à gel hydroalcoolique. Et puis le port de masque, donc on va éviter de toucher avec ses mains le moins souvent possible ce masque-là. Et après, c'est un masque qui doit être utilisé maximum sur une demi-journée, maximum sur 4 heures. Après, on va changer le masque parce qu'il devient humide. Et qui dit humide dit à un moment donné, il va laisser passer ces postillons-là et puis il sera de fait moins efficace et en plus il serait contraignant, donc tant qu'à faire on va le changer voilà, toutes les 4 heures maximum. Ça marche, merci David. Donc là normalement on devait vous passer une petite vidéo en fait qui illustre ce qui se passe quand un accueil n'est pas bien fait, mais voilà, par contrainte de temps je vais la switcher, hein. En gros voilà, on fait voir par un dessin animé là, des accidents qui arrivent bêtement, hein, un marteau qui tombe sur la tête de quelqu'un, enfin voilà, des choses comme ça. Donc je passe rapidement là-dessus. Et puis on va arriver à la dernière donc, série de questions dont Alain va vous poser la première qui va porter sur le rangement. Alors, le rangement de votre poste de travail est surtout important. Dans quel cas de figure? Donc, pour l'image de l'entreprise, pour prévenir certains risques ou parce que c'est inscrit dans le règlement intérieur? À vous de répondre. Donc, le rangement du poste de travail, hein, c'est notamment ce qui va permettre d'éviter ce qu'on appelle les accidents de plein pied, hein. Ça va être, c'est les chutes, hein, quand je tombe de ma propre hauteur, c'est quand je trébuche, quand je me prends les pieds dans quelque chose, quand je glisse sur un sol humide, gras, sali. Ça représente quand même un certain nombre d'accidents du travail, hein, des accidents de plein pied. Alors ce sont parfois, enfin heureusement, ce ne sont pas les plus graves, parce qu'ils sont quand même nombreux, mais il faut vous dire que il peut y avoir des accidents graves simplement par accident de plein pied, hein. C'est quelque chose de tout bête, hein, le fait de trébucher, de glisser, mais il y a parfois des accidents très graves avec des conséquences qui peuvent aller, voilà, quelqu'un qui tombe sur quelque chose de coupant, de pointu, sur un fer à béton qui n'avait pas été protégé ou quelque chose comme ça peut aller jusqu'au décès, hein. Malheureusement c'est déjà arrivé, donc ça coûte quand même pas cher de se dire je vais ranger. Alors voilà, on a donc le retour, hein. Donc la bonne réponse, hein. Les gens, nos invités ont bien répondu, donc le 2. Donc effectivement, c'est pour prévenir certains risques, hein. Donc comme le disait Gérald, hein, les chutes de plein pied, ça représente à peu près entre 20 et 30% des accidents du travail. Alors, même si parfois c'est bénin, le problème des accidents, les chutes de plein pied, il faut que vous sachiez que souvent les durées d'absentéisme sont très longues parce que les séquelles de la chute sont parfois assez lourdes. Et même si les blessures ne sont pas forcément graves, vous pouvez être très longtemps absent de votre entreprise. Donc faites très attention aux chutes de plein pied.
Oui, nous, je complète juste en service de santé au travail. C'est vrai que les médecins en visite, notamment de reprise, voient quand même assez souvent des gens avec des entorses, hein. Et une entorse, ça peut être une entorse type une foulure simple, mais ça peut être vraiment des entorses graves avec plusieurs mois d'arrêt à la clé, quoi. Donc c'est vrai que il y a tout, mais c'est quand même relativement fréquent avec des arrêts qui peuvent en effet être très impactants. Et puis des gens qui ont quand même encore des douleurs plusieurs mois après, quoi. Absolument. Merci David pour les précisions. D'ailleurs, c'est à toi. La question numéro 2. Ah oui, alors, question numéro 2. En cas d'accident, il faut mettre dans le bon ordre. En 1, c'est alerter, secourir, protéger. En 2, c'est protéger, alerter, secourir. Et en 3, c'est secourir, alerter, protéger. Et donc, pendant que vous répondez, il y a une petite affiche de l'OPP qui est un petit modèle que je vous invite à mettre sur chantier ou sur les fourgons qui sont vraiment le petit basique, mais en cas de panique, c'est de se dire voilà qui on appelle, les numéros de secours, les pompiers, le 112 c'est quoi, le SAMU, l'adresse du chantier, et puis le type d'accident. Ça permet vraiment de donner des infos clés quand on parle justement d'alerte au service de secours qu'on aura au téléphone. Et vous avez le petit logo en bas à droite du SST, donc qui est le sauveteur secouriste du travail. Donc le salarié qui peut être formé à délivrer certains gestes de secours. C'est une question qui est facile pour les sauveteurs secouristes qui ont eu la formation il n'y a pas longtemps. Ils se rappelleront facilement de ça. La formation de sauveteur secouriste, parfois moi je discute avec des collègues sur les chantiers, les gars ont peur un peu, ils se disent oui mais après si je suis sauveteur secouriste et que j'arrive pas à sauver quelqu'un, je risque d'être responsable, etc. C'est faux. Tout ça n'existe pas. Si vous êtes sauveteur secouriste, ça ne vous engage pas, vous n'êtes pas médecin pour autant. Vous ne devenez pas chirurgien parce que vous êtes sauveteur secouriste. Personne ne viendra jamais vous attaquer parce que vous n'avez pas réussi à arrêter une hémorragie ou vous n'avez pas réussi à faire un massage cardiaque, même si vous êtes sauveteur secouriste. Simplement, voilà, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on va vous apprendre tous ces gestes, à poser un défibrillateur. C'est des choses, voilà, si on n'a jamais fait, honnêtement, le jour où ça arrive et que vous êtes en panique à cause de l'accident, vous ne saurez pas faire. Il faut l'avoir fait au moins une fois dans sa vie avant pour peut-être arriver à le faire le jour J. Et puis, moi, j'encourage vraiment tout le monde à profiter de cette formation parce que on dit sauveteur secouriste au travail, mais une fois qu'on connaît ces gestes-là, ça ne s'arrête pas, ça ne fonctionne pas qu'entre 8h et 17h. C'est également valable pour la vie de tous les jours, à la maison, le soir, le week-end, sur la route, avec les amis, avec la famille. Ces gestes-là, ils sont valables pour tout le monde et ça vous permettra peut-être de sauver quelqu'un un jour. Je vous parle de ça parce que moi, ça m'est arrivé avec ma petite fille. À l'époque, elle avait 1 an. Elle s'est étouffée. Et heureusement, quelques semaines avant, j'avais fait mon recyclage SST. On avait revu des gestes pour dégager les voies respiratoires d'un bébé. Et ça a très bien fonctionné. Je peux vous dire que ce jour-là, j'ai béni mon formateur et je lui ai dit un grand merci. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas si on vous propose de faire cette formation. Moi, je pense que c'est une très très bonne formation. Alors, on passe à la piste. Ah, pardon, on n'a pas répondu. Attends, Gérald, on a les réponses. Du coup, on a à peu près 75% parce qu'on n'a pas répondu à la question, Gérald. Ouais, alors, on est 75% de réponse de 2. En effet, c'est la bonne réponse. Donc, protéger, en fait, déjà, la première action, c'est protéger. Voilà, en résumé des 3 verbes, c'est protéger aussi du suraccident. Qui dit accident dit potentiellement des risques encore en présence, du risque électrique, un risque de chute, un risque mécanique. Donc en fait, on va se protéger soi, donc le sauveteur, mais aussi les autres d'un suraccident. Donc c'est ça la protection. On dit il faut alerter, il faut aller secourir. Non, la première chose qu'on apprend à un secouriste, c'est de protéger donc son intervention et les autres qui pourraient graviter autour de l'accident. Bien évidemment, l'alerte avec les numéros, donc on ne va pas rentrer dans le détail de qui on appelle, mais les services de secours, et bien sûr leur transmettre des bonnes infos, l'état de la victime, le type d'accident, le lieu bien sûr, et toutes les consignes aussi, ne pas raccrocher le premier, etc., qu'on enseigne aux secouristes. Et bien évidemment, donc tout ça se fait dans un temps court, c'est pas 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, c'est vraiment dans les minutes, c'est secourir. Et là, c'est ce qu'on enseigne à un sauveteur secouriste, en effet, en fonction de mon état de victime, de donner un peu plus que l'alerte. Et en effet, on est le premier maillon de la chaîne qu'on dit en secourisme. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas médecin, on n'est pas équipé mais on va faire les gestes qu'on nous a enseignés en secourisme et qui
qui vont être déterminants pour les premières minutes et pour sauver quelqu'un dans les cas les plus graves. Mais des fois, il y a le basique du basique qui est hyper important, c'est soigner une plaie tout simplement dans les cas les plus courants. Et ça, c'est vraiment une plus-value du SST dans les entreprises. Alors, question suivante. On parle des protections individuelles, notamment du casque. Si mon casque de chantier est fissuré, je dois, proposition 1, le faire remplacer, proposition 2, le faire réparer, et proposition 3, je peux continuer de l'utiliser, il a une durée de vie de 5 ans. Alors cette question, elle est assez facile si jamais il y a des motards parmi vous, hein, des gens qui font de la moto de route, du cross, du trial, de l'enduro, ce que vous voulez, voilà, vous savez que les règles à respecter pour votre casque de moto sont les mêmes que pour votre casque de chantier. Hein, je vous rappelle que c'est quand même nos têtes qu'on met sous nos casques, donc il y a quand même une certaine confiance à avoir en ce matériel. Donc voilà, qu'est-ce que je fais si mon casque il est fissuré, s'il a pris un choc? Est-ce que je le fais remplacer? Est-ce que je le fais réparer? Est-ce que je continue d'utiliser parce qu'il est bon pendant 5 ans? D'ailleurs, petite info, comment on sait la date de validité d'un casque? Eh bien, il y a 2 façons de le voir. Vous regardez à l'intérieur, souvent c'est imprimé en fait dans le plastique, c'est moulé avec le plastique. Vous avez soit la date à laquelle il faudra remplacer le casque, soit parfois la date de fabrication du casque. Et si vous avez cette date de fabrication, il faudra bien regarder le mode d'emploi du casque, en fait, le petit papier qui est accroché avec, souvent, vous savez, à l'intérieur, parce que dans le mode d'emploi, on va vous donner sa durée de vie. Et en fait, en fonction de sa date de fabrication, vous pourrez déterminer le moment auquel il faut le changer. Donc, je vois que les réponses, pour l'instant, on est tous d'accord, c'est les réponses 1 que vous avez mis. Effectivement, je le fais remplacer. C'est donc ce que je disais, c'est ma tête que je mets dedans. Je ne vais pas mettre ma tête dans un casque qui est fissuré parce qu'il ne servirait pas à grand chose en cas de nouveau choc. Le faire réparer également, c'est une mauvaise idée. Je ne m'amuse pas à mettre du scotch, je ne m'amuse pas à mettre un enduit, de la résine ou ce qu'on veut, de la colle sur un casque, jamais. Et puis en aucun cas non plus je continue à l'utiliser parce que s'il est abîmé, c'est qu'il a déjà fourni un effort soit pour protéger, soit parce qu'il est tombé. Mais en tout cas, voilà, il a plus la résistance qu'on attend de lui. Donc je le fais remplacer. La question suivante, au sujet de la pandémie de Covid et du port du masque obligatoire dans les véhicules. Alors, est-ce que le port du masque est obligatoire? Réponse 1, dans tous les cas de figure. Réponse 2, uniquement pour les personnes assises à moins d'1 mètre les unes des autres. Réponse 3, pour le chauffeur seulement. Ou réponse 4, pour toutes les personnes présentes à bord, si le chauffeur n'est pas l'unique passager. Bon, là, c'est du bon sens, je pense que vous connaissez tous la bonne réponse, c'est clair. Après, de là à dire est-ce qu'on la respecte tous, j'en suis pas certain. Et ce serait bien qu'on y fasse gaffe parce qu'effectivement, je pense que les véhicules, c'est un lieu de contamination notable, notamment pour les entreprises de BTP, parce que souvent, on voyage à plusieurs dans un véhicule d'entreprise. Et donc, ça se peut que ce soit un lieu de contamination. David vous l'a dit tout à l'heure, la proximité, c'est un facteur déterminant de la contamination. Et forcément, dans un véhicule, on a bien du mal à garder une distance de 2 mètres. Et en plus, on est dans un lieu clos, fermé, qui favorise la propagation de ce virus. Vous avez répondu en majorité, me dit Tony. Réponse 4, pour toutes les personnes présentes à bord, si le chauffeur n'est pas l'unique passager, effectivement. Le seul moment où on ne fait pas de masque dans un véhicule d'entreprise, c'est quand je suis le seul chauffeur. Je suis le chauffeur et donc que je suis tout seul. Là, effectivement, je peux me passer du masque. Dès qu'on va être à partir de 2, on va porter ce masque parce qu'on est dans un endroit qui est trop exigu et on est trop près et c'est un endroit qui est pas ventilé. Donc je porte le masque.